côte méditerranéenne de la France, un point sur la carte, Frontignan. C'est là que fonctionne depuis un demi-siècle une des raffineries les plus anciennes d'Europe. À son expansion, un seul obstacle, sa situation près du port de Sète, qui ne permet pas actuellement de recevoir des navires d'un tirant d'eau supérieur à 8 mètres. Le problème était donc de permettre aux lourds pétroliers modernes de décharger leur cargaison, indispensable au traitement des 1 million de tonnes annuelles envisagées pour la raffinerie de Frontignan, par 15 mètres de fond. Un système de Sea Line, le premier en Europe, a donc été étudié pour permettre de décharger au large les plus gros bâtiments. Le plan en est simple. À terre, 2 tronçons de pipeline sont préparés côte à côte. L'un est glissé en haute mer tandis que l'autre reste immobile. Puis les 2 éléments se raccordent en un seul et la manœuvre continue jusqu'à ce qu'on atteigne le point prévu. Il suffira alors d'installer au large les flexibles de déchargement des pétroliers et de raccorder la conduite sous-marine au réservoir de stockage par une conduite terrestre. Une telle opération paraît élémentaire quand les ressources du dessin animé cinématographique en tracent le plan aux yeux des spectateurs. La réalisation à Frontignan, bien que menée en un temps record, fut moins aisée. Il a d'abord fallu assurer la sécurité de 2 500 000 m² de surface maritime en faisant sauter les quelques mines restant de l'occupation. Il a fallu ensuite, après avoir étudié l'orientation et la vitesse des courants, s'assurer de la qualité des terrains, procéder à des études extrêmement précises tant sur terre qu'en mer, avant de pouvoir délimiter le tracé du Sea Line, arrêter son point d'aboutissement et les positions de mouillage éventuelles des pétroliers. L'ensemble de ces études préliminaires devait conduire les ingénieurs chargés de la réalisation des travaux à fixer un tracé aboutissant en mer à environ 2 km 700 de la côte. Ces travaux préliminaires achevés, la première phase active allait consister en l'installation au large du point d'amarrage des pétroliers. Cette base devait être constituée de 3 bouées de 3,50 m de diamètre et 1,70 m de haut, reliées par 180 mètres de chaîne d'amarrage en fil de 60 mm pesant plus de 25 tonnes à 2 groupes de 2 corps morts pesant 10 tonnes chacun. Des chalands devaient déposer ces corps morts et leurs chaînes au point indiqué, se servant pour freiner la descente d'amarres en chanvre se brisant au fur et à mesure de l'immersion. Un système de bouées signalisatrices était enfin mis en place. Cependant, au cours des études, on s'aperçut très vite qu'il faudrait renoncer à construire à terre le Sea Line d'un seul bloc, le recul dont on pouvait disposer se révélant insuffisant. On en vint donc à décider la construction de 2 éléments parallèles qui se raccorderaient en un point donné au cours de l'opération de mise à flot. Pour cela, on dut aménager à travers les étangs de la région une véritable route de 1530 mètres de longueur sur 6 de large, nécessitant 20 000 m³ de remblai. Sur cette plateforme, une voie ferrée complète fut installée, avant que ne soient déposés les 200 chariots qui guideront les tubes dans leur lente descente vers la mer. Les éléments constitutifs du Sea Line furent approvisionnés par longueur de 10 mètres. Il s'agit de tubes en acier de 300 mm de diamètre et 12 mm 5 d'épaisseur. Soudés entre eux à chaque joint, munis de 3 bandes de renforcement, essayés à une pression de 70 kg par centimètre carré, protégés encore par des couches de bitume et d'émail, ces tubes constitueront les 2 éléments du Sea Line, dont l'un, d'une longueur de 1530 mètres, sera placé sur des wagonnets spéciaux espacés de 10 mètres en 10 mètres, et l'autre, qui mesure 1140 mètres, reposera sur des supports latéraux parallèlement à la voie.
quelques mètres du rivage, un guide en chêne massif édifié sur une base de ciment maintiendra la conduite pendant les opérations de tirage. À l'extrémité de la voie ferrée, enfin, on a creusé une sorte de fosse à chariot qui permettra l'évacuation des wagonnets au fur et à mesure de l'avance du dispositif. Dernier préparatif, dernier réglage. On obstrue la tête du sea line. On prépare les bouées de repérage. Une équipe d'hommes de toute classe s'est unie dans le même travail. Et moins de 100 jours se sont écoulés depuis le début des premiers travaux. Septembre 1948, un fort Mistral souffle sur toute la côte, accompagné de pluies violentes. Malgré le mauvais temps, l'opération aura lieu à la date prévue. Au large, un pétrolier de 12 500 tonnes, muni d'un treuil spécial, va tirer le sea line, tandis que deux puissants remorqueurs le maintiendront aux alignements prévus. Le pétrolier va être d'abord solidement amarré aux bouées. Grâce à des opérations successives, 3 câbles de diamètre grandissant seront tirés du bateau vers la terre avant de permettre le tirage du gros câble de traction de 62 mm qui entraînera tout à l'heure tout le dispositif vers le large. Le câble tracteur sera ainsi peu à peu attiré vers le rivage à l'aide de tracteurs se déplaçant le long de la voie ferrée. L'amarre du câble de traction coupé au chalumeau, le gros câble provenant du pétrolier, sera fixé sur la tête du sea line, tête à double conduite en Y qui soutiendra plus tard les 2 flexibles de pompage. L'opération proprement dite va commencer. Désormais, un dialogue incessant s'échangera entre le bateau et la terre. Des drapeaux, des voyants lumineux signaleront au bâtiment la manœuvre à effectuer, tandis que des postes de radio échangeront les impressions des spécialistes chargés de surveiller la manœuvre. Désormais, toutes les attentions rivées sur la lente marche du long tube d'acier, un silence va s'établir, seulement troublé par le ronflement régulier des moteurs et des treuils, le glissement des wagonnets sur les rails. On ne peut sourire aux mots de pathétique appliqués à cet instant. Un incident non prévu, une manœuvre effectuée trop brutalement, peuvent en effet suffire à annihiler les efforts tenaces de tout un chantier. Petite angoisse, petit serrement de cœur de tous ceux qui ont participé aux travaux et aux études
et qui engagent aujourd'hui leur responsabilité et peut-être leur avenir. Tout semble normal. Le traîneau en chêne massif qui supporte la tête du Sea Line va entrer dans les eaux surmontées de sa bouée signalisatrice. Il aura surtout un rôle de guidage, évitant les ensablements possibles et le blocage de l'extrémité du Sea Line dans les fonds pendant les opérations de tirage. Le pétrolier tracteur, qui a d'abord réduit à 300 mètres la distance qui le sépare de la conduite à l'aide de ses treuils, s'éloigne maintenant, entraînant peu à peu tout le dispositif à la force de ses moteurs. Ultime précaution, une équipe d'ouvriers graisse au passage du guide le long tube d'acier. L'extrémité du premier tube approche maintenant du point de raccord entre les deux éléments. Au signal, le bâtiment qu'1,5 km sépare maintenant du rivage réduit doucement sa traction. Nouveau signal, stop! L'ordre est exécuté sur le bâtiment avec une précision remarquable, puisque les deux extrémités des tubes s'immobiliseront à moins de 30 cm l'une de l'autre. Il suffira maintenant, après avoir ramené les chariots, de faire rouler le second tronçon, de façon à l'amener à la place que le premier vient de quitter, et d'effectuer les soudures qui réuniront les deux parties du Sea Line en un seul élément. Et la même opération va se renouveler de plus en plus rapide maintenant. Les lourdes masses de lestage de 1 tonne, qui placées aux deux extrémités du dispositif maintiendront son appui sur les fonds, atteignent maintenant le rivage. Le rythme s'accélère de plus en plus, et à la vitesse de 90 mètres minute, le long tube d'acier de près de 3 km de long gagne le large. Effectuée en 12 heures, l'opération a parfaitement réussi. Mais il n'y aura pas ici de discours pompeux, de déclarations solennelles. Rien qu'un simple drapeau sur un ciel de pluie pour signaler la réussite finale. Et tous, les ingénieurs et les contremaîtres, les ouvriers et les manœuvres, ils se sentiront soudain un peu gauches, un peu gênés, quand viendra la minute des remerciements. Simple serment de main d'hommes qui, ayant bien travaillé ensemble, goûtent ensemble le même succès. Les scaphandriers vont maintenant compléter au large l'ouvrage définitif, travaux délicats effectués par 15 mètres de fond.
deux têtes d'arrivée du Sea Line, deux flexibles de 50 mètres seront fixés, qui, hissés à bord des pétroliers, permettront le pompage. Et l'ensemble sera complété par un système de lignes téléphoniques qui assurera une liaison constante entre terre et mer pendant les déchargements. Le 10 octobre, les travaux en mer ayant été complétés par un pipeline terrestre, le premier pétrolier se présentait au large de Sète. Moins de 4 heures après l'amarrage de ce navire, qui par une amusante fantaisie du destin portait le nom même de la raffinerie, le pétrole brut allait parvenir au réservoir de stockage. On pouvait suivre alors pour la première fois en Europe une série d'opérations de déchargement par Sea Line. C'était d'abord l'amarrage du pétrolier aux 3 bouées constituant le poste d'ancrage. Puis les prélèvements de pétrole brut effectués par la douane pour vérifier la nature du chargement. Enfin, une embarcation se guidant sur les bouées repérait les flexibles immédiatement hissés à bord du pétrolier. Il restait alors à fixer l'extrémité des flexibles aux bouches de pompage du bâtiment. Cette suite d'opérations qui prenait rang d'inauguration devait être la seule marquée de quelques solennités. Solennités souriantes d'ailleurs, apportées par la présence des principaux artisans de l'œuvre, des présidents et directeurs généraux des sociétés du groupe Socon-Wacom, entourés des représentants éminents des pouvoirs publics et des autorités et personnalités de la région. Le premier Sea Line d'Europe est terminé. À la cadence horaire de 500 tonnes, l'équivalent de 2 trains de 20 wagons, le pétrole brut gagne du large les installations de la raffinerie. Magnifique réalisation de la technique française, due à la compétence et au dévouement de tous ceux qui ont collaboré à cette œuvre, qui, par sa complexité même, a nécessité un véritable travail d'équipe sur le plan national. Nouveau témoignage de la vitalité et de l'esprit d'initiative qui continue à régner dans ce pays.